Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première vidéo destinée à l'apprentissage du développement d'applications Android. Donc on va commencer aujourd'hui par les fondamentaux, vraiment ce qu'il faut savoir pour démarrer, ainsi que les prérequis pour pouvoir développer une application Android aujourd'hui. Donc tout d'abord, il va falloir que vous connaissiez vraiment bien les bases en programmation orientée objet en Java, donc dans le langage Java. Euh, donc il va falloir connaître les concepts de base comme les classes, l'héritage, les interfaces, les classes abstraites, euh, les objets, tout simplement. Donc vraiment connaître ces principes-là. Si vous les connaissez pas, je vais vous inviter à regarder, à aller voir la chaîne des Teachers du Net, qui est une super chaîne en fait, qui a un cours complet Java de débutant à très intermédiaire. Et c'est très très bien expliqué, très bien foutu, ça va à l'essentiel, et je vous mets le lien dans la description. Il va falloir ensuite télécharger le logiciel Android Studio, qui est le logiciel officiel pour pouvoir développer une application Android, donc qui est l'environnement de développement intégré pour développer des API Android. Il est disponible sur toutes les plateformes Mac, Linux, PC et pour ma part il fait 425 MB. Donc sous Windows par exemple, vous pouvez télécharger une version à 1,8 Go pour éviter par la suite d'avoir des téléchargements supplémentaires pendant l'installation du soft. Donc moi j'ai déjà téléchargé Android Studio et on va démarrer ensemble un projet. Donc j'ai cliqué sur Start New Project, New Android Studio Project. Ici j'ai la possibilité de lui donner un nom, de lui donner un nom de compagnie et lui mettre, enfin un nom de société en fait, et lui donner une location, donc à l'endroit où on veut le sauvegarder. Donc moi je vais l'appeler Hello World et je vais l'appeler donc à la place de exemple, je vais mettre tutoriel. Et à la place de com, je vais mettre FR parce qu'on est en France. Donc en fait, l'arborescence, c'est quoi? C'est ici l'indicatif du pays, le nom de la société. Donc moi, j'ai mis tutoriel, le nom du développeur, enfin le nom, voilà, votre nom quoi, l'utilisateur et le nom du projet. Vous avez la possibilité d'inclure un support en C++ si jamais vous faites déjà du C++. Donc il est possible de rajouter du code C++ dans Android, mais bon, moi je ne connais absolument pas ce langage. Alors ici, donc il y a un point assez intéressant, donc qui est le minimum SDK. Donc en fait, ce qui correspond à chaque version d'Android ici. On démarre de 2.3 jusqu'à 7.1.1, donc qui est la toute dernière version à ce jour, qui d'ailleurs est répartie sur très très peu de mobiles aujourd'hui. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de trouver un bon compromis et de démarrer, de développer pour une version qui couvre un grand parc. C'est-à-dire que le minimum SDK, c'est la version minimale sur laquelle pourra tourner votre application. C'est-à-dire que si je sélectionne l'API 16 Android 4.1 Jelly Bean et que quelqu'un qui a 4.0.3 voudra exécuter mon application, ce ne sera pas possible. Par contre, s'il y en a un qui a 4.4 ou 5, il pourra largement. Moi aujourd'hui, en ce moment 2017, ce que je fais, c'est que je démarre en 4.1, même si on pourrait très largement démarrer en 4.4. Donc voilà. On peut aussi à connaître les chiffres vraiment détaillés de tout ça en allant sur le dashboard d'Android. Donc le lien je le mets dans la description, c'est assez intéressant à voir. On nous met des petits graphiques et tout pour nous montrer la répartition des versions sur le parc Android. Et on va cliquer sur Next. Ici on nous présente des templates fournis par Google, donc pour nous permettre de démarrer une application plus rapidement. J'ai tendance à démarrer par une application complètement vide et de démarrer de zéro. Néanmoins, c'est assez intéressant de commencer à regarder un petit peu ce qu'ils proposent pour pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne, comment Google propose ces différents modules et aussi connaître les meilleures pratiques. Donc moi, je vais sélectionner une activité vide, donc Empty Activity, Next. Et là, je vais pas me prendre la tête, je vais laisser tel quel. Donc, l'application démarre et se charge. Voilà ce que ça donne quand on démarre un projet Android Studio et qu'on le crée pour la première fois. Donc on arrive ici, on voit un petit bout de code, on voit pas mal de choses, mais moi je vais commencer par la première chose la plus importante d'une application, donc vraiment le début du début, c'est le fichier manifeste. Donc on va commencer
pars aller le chercher. Donc à gauche ici, j'ai une vue de mon arborescence, donc l'arborescence de mon projet. Donc j'ai un répertoire manifeste, Java et res. Manifeste contient mon fichier manifeste, Java contient mes classes, et res contient toutes mes ressources, mes images, mes audios, mes écrans, et bien plus encore. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le manifeste, donc on va ouvrir le répertoire et on va accéder au fichier, et on va voir un peu comment ça se présente, comment ça se structure. Donc on peut voir que c'est un fichier .xml, donc c'est un langage de balisage très proche du HTML, donc qui est plutôt utilisé pour la structuration de données. C'est vraiment utilisé partout. Donc, vous connaissez sûrement déjà le XML, mais si vous ne connaissez pas, pas de panique. Donc, on commence par la balise de base manifeste qui définit le fichier. Ici, on a notre package qu'on a vu tout à l'heure, le nom de notre package. Donc, si jamais on a envie de changer le nom du package, et là, on a notre balise application qui définit notre application. On va pouvoir définir une icône, le nom de l'application, donc moi ça s'appelle Hello World. Une icône de type ronde, donc on a une icône classique et une icône circulaire. Le thème, donc le thème de l'application. Donc en fait le thème c'est ce qui va correspondre vraiment aux couleurs. Est-ce que l'application elle est en plein écran, donc en fait est-ce qu'on affiche la barre de statut ou pas, pas mal de choses comme ça. Et ici qu'est-ce qu'on a? Une activité, une balise activity. Alors pourquoi il y a une balise activity? Déjà une activité en français, ce qu'il faut savoir c'est que c'est le conteneur principal d'une application Android. Chaque application Android a au moins une activité. Donc, pour notre part, enfin pour ma part et pour nous en fait, quand on démarre un projet, on démarre avec une activité de base qui s'appelle Main Activity, qui est en réalité la première activité de l'application. Elle est définie comme l'activité de base, l'activité qui sera lancée en premier, grâce à la balise Intent Filter, avec action et catégorie qui définissent Main et Launcher, donc qui, je me répète, définissent le point d'entrée du programme. Donc c'est cette activité, Main Activity. Donc, veillez à bien laisser ça comme ça. Si vous supprimez la balise Intent Filter, eh bien Android Studio ne trouvera pas l'activité par défaut de l'application et ne voudra tout simplement pas lancer l'application. On va s'intéresser avant de parler du code du cycle de vie d'une activité. Donc le cycle de vie, c'est ce qui définit le début d'une activité jusqu'à sa mort, donc c'est son chemin de vie. Donc on a vu tout à l'heure, quand on parlait du manifeste, qu'une activité c'est le conteneur principal d'une application. Et bien, lors du démarrage d'une activité, il y a plusieurs méthodes Java qui vont être exécutées dans un certain ordre qu'on doit connaître presque par cœur pour vraiment être à l'aise. Il faut savoir que la première méthode qui sera exécutée, c'est la méthode onCreate. Donc c'est le système qui veut ça, c'est comme ça que ça marche. Il faut savoir qu'Android c'est la programmation événementielle. S'il y a un cycle de vie, c'est pas pour rien. C'est parce qu'une application peut être interrompue à tout moment. Donc on doit pouvoir, nous développeurs, être capables de gérer les événements qui peuvent surgir, comme par exemple un appel téléphonique, une batterie morte, ou un verrouillage de l'écran, une rotation de l'écran, plein de choses. Donc onCreate est la première méthode exécutée. Ensuite, on passe par le onStart, donc qui est une autre méthode. Il faut savoir que certaines méthodes ne sont pas obligatoirement surchargeables, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre du code dedans, on peut les laisser au système. Par contre, la méthode obligatoire, c'est la méthode onCreate, c'est la seule qui est vraiment, il faut la mettre, quoi. C'est celle qui vraiment définit l'identité de l'activité, c'est celle qui définit la vue, c'est celle qui définit l'écran, c'est celle qui définit vraiment la base. Donc si vous la mettez pas, ben, ça va pas le faire, ça va vraiment pas le faire. Donc au moins la méthode onCreate. OnStart peut être appelé pour certaines opérations comment dire ça, après le démarrage de l'activité. Donc on peut éventuellement s'enregistrer auprès de certaines choses. On verra beaucoup plus tard qu'est-ce qu'on peut faire dans un OnStart. Donc c'est une méthode qu'on va vite appeler. Alors on résume. Il faut savoir que une application, une activité, elle peut être interrompue par exemple avec un appel téléphonique, comme je vous ai dit. Un appel téléphonique, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va mettre votre activité en pause grâce à la méthode onPause. Et lorsque vous allez revenir dans votre activité, on va revenir dans le onResume. Est-ce que vous commencez à comprendre l'intérêt du cycle de vie d'une activité? On a des méthodes préconçues surchargeables qui nous permettent
de marquer des points d'arrêt sur chaque étape de notre activité. Donc c'est super important, c'est super intéressant de pouvoir vraiment mettre une option sur pas mal de choses, quoi. Donc on stop c'est ce qui est appelé quand l'activité est complètement arrêtée. Donc en fait finalement c'est un peu comme le on start, c'est l'inverse du on start en fait. Et ensuite on a on destroy, donc là c'est vraiment tu supprimes l'application du multitâche, c'est ce qui est appelé. Donc on stop est par opposition à on start et on destroy est par opposition au on create. Donc on stop va nous permettre de faire quelques derniers traitements avant l'extinction de l'activité pour éviter des fuites mémoire ou des trucs comme ça, donc très intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que le on stop sera appelé si jamais on sera amené à passer d'une activité à une autre, puisqu'une application contient plusieurs écrans, peut contenir plusieurs écrans et donc plusieurs activités. Donc c'est très important de faire les traitements nécessaires dans le on-stop. Donc je sais bien que ça peut paraître très abstrait ce que je suis en train de vous dire, mais essayez de le prendre tel comme je le dis et vous allez voir que ça va prendre du sens quand on va vraiment développer des applications. C'est très important le cycle de vie d'une activité. Donc, on destroy, bah là il n'y a plus de vue, il n'y a plus rien du tout. Vous avez supprimé l'application du multitâche ou alors on est complètement dans une autre activité. Donc là on a vraiment activity shutdown. Voilà, donc là on a vraiment vu l'essentiel d'une activité. C'est vraiment la base, ce qu'il faut savoir. Donc on va maintenant passer tout de suite à la suite. Maintenant qu'on a vu les fondamentaux du cycle de vie d'une activité, on va maintenant s'intéresser au code Java qui correspond. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, notre classe main_activity donc hérite d'activité et donc surcharge la méthode onCreate, une méthode obligatoire en fait pour pouvoir affecter une vue à notre classe. Donc la méthode onCreate, je vous le rappelle, est la méthode exécutée en première lorsqu'on démarre une activité. On va décortiquer le code parce que je pense que c'est très important de décortiquer ligne à ligne ce que fait le code. Donc voici notre classe Java qui délimite notre activité main_activity. N'oublions pas que cette activité est déclarée dans le manifeste comme on l'a vu. Override, donc vous connaissez override si tout simplement vous avez les bases en Java, donc override signifie qu'une méthode est surchargée. Protected void onCreate, entre parenthèses new label bundle save instance state. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc protected c'est un mot-clé qui définit la portée de notre méthode, donc qui est accessible dans le package. Ne modifiez absolument pas la signature de la méthode, n'oubliez pas qu'elle est surchargée et que nous ne devons en aucun cas modifier la signature d'une méthode surchargée. Bundle save instance state, donc ça c'est un objet, comme on peut le voir, il y a une majuscule. Alors un objet bundle, donc un bundle c'est un objet qui permet de stocker des informations, tout simplement, rien de plus, rien de moins. On va pouvoir stocker des chaînes de caractères, des booléans, des int dans un bundle. Super.onCreate, donc là bon bah voilà, je vous apprends rien, on appelle le constructeur de la super classe activity, donc si vous avez les bases en Java, je répète. Donc avec un paramètre save instance state puisqu'on en a besoin dans la classe onCreate, dans la méthode onCreate. Donc voilà. Et là, le plus important, set content view r.layout activity main. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'affecte à ma classe main activity héritante de activité la vue activity main. Donc c'est-à-dire en fait que la vue qui sera chargée, donc l'interface graphique de ce code, c'est activity main, disponible dans ressources.layout.activity main. Donc on a vu le manifeste, on a vu le Java, et on a vu, donc maintenant on voit les ressources. Alors ici on a notre arborescence r.layout.activityMain. Qu'est-ce que ça signifie? R ça signifie le package ressources. Si je déplie, on peut voir un dossier layout. Et si j'ouvre le dossier layout, je vois activity-main, activity main, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Si je me rends dans mon activity main, qu'est-ce que je vois? Et bien c'est tout simplement l'écran de mon application. C'est ce qui est lié à mon activité. Donc pour dessiner notre premier écran, qu'est-ce qu'on va faire? C'est déjà, moi personnellement, j'ai tout supprimé, tout ce qui contenait mon écran en laissant uniquement le root, donc le linéaire layout. Donc faites pareil, et je vais vous expliquer ce que c'est qu'un linéaire layout. Donc un linéaire layout, c'est tout simplement l'équivalent d'une div en HTML. Donc si vous savez ce que c'est qu'une div en HTML, ben, le linéaire layout c'est pratiquement la même chose. C'est juste qu'aujourd'hui là, sur Android Studio, on présente les choses d'une manière différente.
On les présente d'une manière beaucoup plus intuitive et beaucoup plus simple à comprendre. Si vous voulez voir le XML, donc le texte brut, il suffit de cliquer sur texte en bas. Et là on a Linear Layout, ici même. Alors dans notre Linear Layout, on va pouvoir définir deux attributs obligatoires qui sont width et height en longueur-largeur. On a deux valeurs possibles, match parent et wrap content. Match parent, ça signifie tout simplement que le Linear Layout prendra toute la taille, c'est-à-dire tout l'espace disponible du parent. En l'occurrence, le parent de ce Linear Layout du root, c'est l'écran, donc il prend toute la largeur de l'écran. C'est pareil pour le height. Wrap content, ça signifie prend toute la largeur de son contenu, donc ce qui est à l'intérieur. Donc si j'ai une image en 30 par 30 à l'intérieur, si je mets wrap content, le linear layout prendra 30 par 30 aussi. Il n'ira pas plus loin, il ne prendra pas de l'espace inutile, tout simplement. Moi je vais remettre match parent. C'est de toute façon le root, le premier linear layout est toujours un match parent. Il prend toujours toute la taille de l'écran, c'est logique. C'est après qu'on va mettre plusieurs linear layouts en bas. Donc très honnêtement, j'ai pas grand chose à vous expliquer sur l'éditeur graphique, à part tout simplement allez-y quoi, foncez, testez par vous-même, faites plein de trucs, galérez et puis ça va venir. C'est des choses qui viennent tout seul quoi. Le dessin d'interface graphique, ça s'apprend pas, ça se découvre, ça se pratique surtout. Donc je vous conseille vraiment de pratiquer surtout ça. Donc on va quand même se créer une première application. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une liste de vues. Il faut savoir que toutes ces vues-là héritent de la classe vue. C'est pour ça qu'on appelle ça des vues. Donc de la classe view en Java. Et on va commencer par se placer un premier linear layout dans le parent. Donc un linear layout vertical, ça veut dire que les éléments du linear layout seront placés les uns en dessous des autres. Horizontal les placera les uns à côté des autres. Donc voilà. On va se passer un premier linear layout. Donc là par défaut on est en match parent. On va placer un texte à l'intérieur. On fait glisser et on reste sur le linear layout pour le mettre à l'intérieur. Le texte est à l'intérieur du linear layout. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais par exemple, je sais pas moi, au hasard, je vais mettre wrap content pour prendre la taille du texte en hauteur, enfin du moins en partant du bas, enfin la hauteur quoi. Et puis voilà, on va se faire un petit centrage sur l'écran. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Gravity, non c'est pas Gravity, autant pour moi. On va aller chercher l'attribut Layout Gravity qui sert à définir la position sur l'écran du layout qu'on a sélectionné. Donc on va faire un centré verticalement, et voilà, notre layout est centré verticalement. On va centrer horizontalement notre texte, donc on va sélectionner notre texte. On va se placer dans Gravity, centré horizontalement. Et voilà, on a un texte centré. Donc il y a mille et une façons de centrer un texte au milieu de l'écran. Moi j'ai fait comme ça, j'aime bien faire plein de linéaires layout pour bien structurer les choses. Et on va placer un petit bouton. Donc je vais faire glisser mon bouton. Donc dans le linéaire layout. Et voilà. Mon bouton est centré. Là cependant mon bouton ça me plaît pas, il prend toute la largeur de l'écran. Donc je vais faire en sorte qu'il prenne la largeur d'un bouton normal. En cliquant sur Wrap Content. Voilà. Donc là il prend une largeur normale. Et on va centrer ce bouton horizontalement en allant dans Layout Gravity. On le voilà. Et on va faire un centré horizontal. Et voilà, on a un petit centrage automatique de tous nos boutons. On peut aussi ici tester l'agrandissement d'un écran et le rétrécissement, si jamais ça vous tente, pour les fans de responsive. Donc, on va créer un événement sur notre bouton qui va modifier le texte du TextView. C'est pourquoi on va attribuer des identifiants à nos vues. Donc le bouton, on va laisser bouton, et TextView, on va l'appeler mon texte. Voilà. Donc maintenant, on va se rendre dans notre Java. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer deux variables, les deux variables qui correspondent à nos vues, à nos éléments. Donc là, à ce niveau-là, c'est vraiment du tout simple. On va les déclarer en private.
pour pas que ce soit accessible dans une autre classe, puisque ça n'a absolument rien à faire dans une autre classe. Une vue est propre à sa classe. Donc c'est un objet de type TextView, je m'en souviens, donc j'écris TextView. On me le propose, je clique dessus, l'import se fait, espace, le nom de mon TextView. Donc mon texte. Point virgule. Je vais maintenant déclarer la variable de mon bouton. Donc il s'appelle bouton. Mon bouton, donc ça c'est le nom de la variable. Ça suffit pas. Il faut maintenant faire le lien entre notre variable et notre élément XML. C'est pourquoi on va se servir du premier attribut, premier élément disponible à droite, l'ID, l'identifiant unique. Donc pour le bouton c'est button et pour TextView c'est mon texte. Donc on va le faire pour le TextView. Donc on va écrire mon texte. On va faire une affectation de valeur est égal à findViewById. Donc findViewById permet d'aller chercher la vue par l'identifiant. Donc là entre parenthèses le paramètre est un int qui est l'identifiant. Donc pour aller chercher un identifiant je vais écrire R pour mes ressources, .id pour mes identifiants, et là je vais chercher, je sais plus comment je l'ai appelé, mon texte, et là vous voyez qu'il me le présente. Point virgule. Le code ne compile pas. Pourquoi? Parce que mon texte est un objet de type TextView et findViewById renvoie un int. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un casting de findViewById en TextView. Et là, on a un code fonctionnel et on va pouvoir agir sur notre TextView. Et on va faire exactement pareil pour le bouton. Bouton findViewById r.id.bouton. Point virgule. À ce niveau-là, c'est du tout bon. On a affecté donc à nos variables les vues correspondantes et on va pouvoir agir dessus de manière en programmation tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? On va d'abord ajouter un listener sur notre bouton. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'Android, il ne faut pas oublier que c'est de la programmation événementielle, que notre application, quand elle est ouverte, elle est à l'écoute d'événements et elle attend qu'une chose, c'est qu'on appuie sur le bouton pour déclencher du code. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclencher du code lors de l'appui sur le bouton. On a une méthode préfournie qui nous permet de le faire, donc on va faire mon bouton point set on click listener, qui est une méthode qui permet d'attribuer un événement de clic sur le bouton. Et en paramètre, on va instancier new on click listener. Et là, vous pouvez voir que la complétion me le propose. Entrée. Voilà. Donc la méthode onClick est donc ce qui sera exécuté lorsqu'on appuiera sur le bouton. Et là, qu'est-ce qu'on va faire quand on va cliquer sur le bouton? On va modifier le contenu du texte. Donc on va faire mon texte, .setText, entre guillemets, puisque c'est une chaîne de caractères que le paramètre de cet texte reçoit, et on va écrire cliquer, point d'exclamation. Et voilà, on a créé notre première application, il ne nous reste plus qu'à la lancer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer notre application. Donc je vais vous demander maintenant de vous munir de votre téléphone et de faire comme moi. Donc moi je le fais sur un émulateur, mais vous faites-le sur votre téléphone. Donc vous allez vous rendre dans les paramètres de votre téléphone. Vous allez descendre tout en bas. Dans à propos. Et vous allez avoir un numéro de build et vous allez cliquer plusieurs fois dessus. Et en fait, il va vous dire, vous afficher un petit toast en bas en disant il vous reste plus que 7 étapes avant de devenir un développeur, et à la fin, vous aurez activé un nouveau mode qui est le mode développeur. Donc c'est un mode qu'il faut obligatoirement activer pour pouvoir commencer à lancer des applications sur votre téléphone. Vous allez vous rendre dans le menu options pour les développeurs. Vous allez descendre. Et dans la section débogage, vous allez cliquer sur débogage USB et vous allez activer. Ce qui permet en fait de débugger des applications
sur votre smartphone et du coup de les exécuter. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire pour lancer une application sur Android. Vous pouvez quitter les paramètres. Maintenant, vous allez pouvoir exécuter votre application. Donc par contre, veillez attentivement à autoriser le téléphone à exécuter des applications donc sur l'ordinateur. Donc un message va s'afficher sur votre téléphone en disant voulez-vous autoriser cet ordinateur? Vous répondez oui, mettez oui. Donc on va lancer l'application sur l'émulateur. Pour ma part, c'est sur l'émulateur. Voici notre application qui vient de se lancer avec notre bouton et notre text view. Donc on va maintenant afficher un message en cliquant dessus comme on a fait tout à l'heure. On clique et voilà, cliquer apparaît. Donc on a créé notre premier événement, notre première application Android. Voilà. Donc du coup c'est la fin de ce tutoriel. Je sais qu'il a duré extrêmement longtemps mais c'était nécessaire pour poser les bases. J'espère que ça n'a pas été trop long ni trop chiant. J'ai essayé d'être le plus concis, le plus rapide surtout possible. Mais voilà, il y avait trop de notions importantes et j'en ai même manqué. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les prochains tutos. Et surtout, mettez un commentaire si jamais vous voulez d'autres tutos, voilà, s'il y a d'autres trucs que vous désirez. Il n'y a pas de souci avec ça. Et puis moi, je vous dis une très bonne journée à vous, une bonne soirée ou une bonne nuit. Salut tout le monde!